Bon les gars, on est d'accord que plus l'action propose un rendement intéressant ou même un business tout court, et plus c'est intéressant d'acheter cette action ou ce business, non? C'est plutôt assez logique en tant qu'investisseur, on veut de la rentabilité. Eh bien, figure-toi que pas du tout, ou du moins c'est à prendre avec de très grosses pincettes, puisque je vais te donner dans cette vidéo la raison chiffrée avec des études qui te montrent pourquoi finalement investir dans des actions avec de grosses rentabilités est certainement un mauvais pari pour le long terme. Et tout ça, je ne le sors pas de mon chapeau, de ma casquette. C'est tout simplement les résultats d'une étude qui a été menée par un cabinet en gestion d'actifs qui s'appelle Hartford Fund, si je dis pas de bêtises, et qui publie régulièrement des périodiques financiers avec des statistiques, des chiffres, des news autour des marchés financiers et de l'investissement en général. Et c'est ces chiffres-là que je vais te partager dans cette vidéo et qui va te montrer pourquoi toi, en tant qu'investisseur, tu dois faire attention lorsqu'une société, une entreprise, une action te propose un rendement alléchant. Parce que voilà, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui sont attirés par des rendements alléchants. Tu dois certainement connaître des personnes qui aiment bien aller vers les rendements les plus explosifs, ou peut-être que toi-même, tu t'es déjà tourné vers des rendements explosifs dans le passé. Tu t'es rendu compte que finalement, ce qu'on avait pu te promettre était bien loin de l'arrêter sur le terrain. Tu vas voir que le marché des actions ne déroge pas du tout à cette règle et que malheureusement, quand une société te propose un rendement qui parfois semble être très intéressant, il faut bien regarder ce qui se passe à l'intérieur et pourquoi on a ce rendement qui est affiché, parce qu'il y a fort à parier que ce rendement ne soit pas maintenu sur le long terme. Et en tant qu'investisseur, ta seule et unique préoccupation, c'est de t'assurer finalement que ce rendement va être maintenu sur le long terme. Donc, avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne YouTube pour d'autres vidéos, être prévenu en avant-première, et n'hésite pas à réagir dans les commentaires également ci-dessous. Je vais aller sur mon ordinateur et je vais te montrer directement tous les graphiques pour que tu puisses bien comprendre, chiffre à l'appui, ce que je veux dire par ça. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur. Je te filme directement mon écran, comme ça au moins tu peux voir précisément tout ce que je veux te montrer en meilleure qualité. Donc, premier schéma que je veux te montrer, c'est celui-ci. C'est un petit tableau qui va te reprendre en fait le différent retour sur investissement en fonction des différentes catégories, on va dire, de dividendes. Première ligne, tu as les différentes actions qui te versent un dividende croissant ou celles qui vont simplement commencer à verser un dividende. Tu as ensuite, deuxième ligne, celles qui font simplement un versement de dividende simple. Troisième ligne, tu peux l'ignorer. La quatrième ligne, c'est ceux qui ne versent pas de dividende. Cinquième ligne, c'est celles qui vont supprimer le dividende. Et la dernière ligne, ce sont les actions qui… voilà, c'est un portefeuille équilibré du S&P 500. Voilà, là, on est vraiment aux États-Unis, on parle du S&P 500. Et en fait, ce qu'on sait, nous, aujourd'hui, c'est que les actions à dividende, elles ont toujours surperformé le marché en général dans le cas du S&P 500 aux États-Unis. Et parmi, en fait, ces actions à dividende, celles qui ont le plus gros rendement semblent, et je dis bien semblent, être celles qui performent le mieux parmi toutes les actions qui versent des dividendes. Et pourtant, on va se rendre compte que ce n'est pas réellement le cas. Tu vois, finalement, dans la première ligne ici, les actions à dividendes croissants ont un retour sur investissement de 9,62%, ce qui est bien plus que le portefeuille du S&P 500 équilibré, la dernière ligne de l'index du S&P 500, qui a lui 7,30%. Donc, on voit bien sur ce tableau que, voilà, toi, c'est quand même sur une longue période, c'est de 72, de 31 janvier 1972 au 31 décembre 2018. Donc, voilà, on ne parle pas de 1 an, 2 ans, 3 ans, on parle quand même de plus de 30 ans, même 40 ans, même 45 ans. Donc, c'est énormément d'années. Et voilà, c'est une certitude. Les actions qui versent des dividendes ont toujours mieux performé que le reste des catégories d'actions. Donc ça, ok, c'est bon. Par contre, ce qu'on peut voir sur un autre schéma, je te le sors tout de suite, c'est celui-ci. Hop, je vais le grossir un petit peu. C'est que on peut voir, là, c'est pas écrit sur le tableau, mais que le S&P 500, il a délivré une performance de 10,84% depuis 1930, puisqu'en fait, ce tableau te reprend décennie par décennie, les performances du S&P 500 dans la première colonne, puis ensuite du premier quintile, du deuxième quintile, du troisième quintile. En fait, voilà, c'est les 20 premières pourcents pour le premier quintile, ensuite de 20 à 40% pour le deuxième quintile, de 40 à 60% pour le troisième quintile, etc., jusqu'à 100%. On a vraiment divisé les 100% en 5 fois 20%, ok? Pour voir un petit peu comment se comportent, quels sont les retours sur investissement, les performances des 20 premières pourcents d'actions, ensuite 20 suivant pourcent d'actions, etc., etc. J'espère que je suis bien clair dans mes explications. Donc là, si on prend l'exemple, finalement, on peut voir que dans le premier quintile, puisque c'est vraiment le premier et le deuxième quintile qui vont nous intéresser, le 3, le 4 et le 5, on ne va pas s'en occuper, on va vraiment regarder là, puisque nous, le but, c'est vraiment de voir si celles qui proposent des rendements élevés tiennent vraiment leurs promesses. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que le premier quintile, si on fait la moyenne, il a délivré 12,23% de rentabilité depuis 1930 jusqu'à fin 2018. Là, c'est pas écrit sur le tableau,
Mais moi, je l'ai sous les yeux. Et le deuxième quintile, lui, il a généré il a généré 13,02% de rendement. Ce qui veut dire que le deuxième quintile a plus de retour sur investissement que le premier quintile. Alors que le premier quintile, ce sont les 20% d'actions qui ont le plus gros taux affiché de rentabilité. Donc là, on pourrait se dire, c'est bizarre. Comment c'est possible que le deuxième quintile affiche un plus gros retour sur investissement que le premier quintile sur une aussi longue période de 1929 à 2018? Et en fait, comment ça s'explique? C'est tout simple. C'est que le premier quintile, il a beaucoup plus de probabilité de subir une suppression de dividendes. Et ça s'explique très simplement en regardant une seule statistique qui est le payout ratio. Le payout ratio, c'est tout simplement le pourcentage de bénéfices qu'une société, qu'une action va reverser à ses actionnaires. Et je te l'ai préparé juste ici, c'est un autre schéma. C'est qu'on voit que le premier quintile, donc les 20% d'actions qui versent le plus de rentabilité, qui offrent le plus de rendement, soi-disant, elles versent 72% de ses bénéfices aux actionnaires, pendant que le deuxième quintile, lui, verse seulement, entre guillemets, 41%. Et honnêtement, voilà, on a presque une différence de 2 fois, presque 2 fois. C'est beaucoup plus safe de verser 41% de bénéfices à ses actionnaires que 72%. 72%, c'est beaucoup trop. Moi, j'ai toujours tendance à dire que généralement, il faut se situer en dessous des 50%, que c'est une bonne limite. En dessous de 50%, c'est safe, c'est-à-dire que l'entreprise se garde suffisamment d'argent pour investir, elle, dans son business et dans des infrastructures ou dans son développement économique. Donc, voilà, c'est finalement quelque chose de très très logique, puisque pour qu'une société puisse proposer un gros rendement, ça signifie 2 choses. Soit que la société, elle distribue la plupart ou tout son cash flow, tout son bénéfice, donc ce qui est le cas par exemple du premier quintile qui verse 72% de ses bénéfices, ce qui est beaucoup trop. Ou alors, soit la société a un très faible PER. Le PER, c'est le Price Earning Ratio, c'est tout simplement ce que les investisseurs sont prêts à investir pour 1 euro de bénéfice. Donc, si la société a un très faible PER, c'est-à-dire qu'elle verse beaucoup potentiellement de bénéfices. Alors, dernier schéma que je vais te montrer, c'est celui-ci. Et c'est vraiment la conclusion, on va dire, de pourquoi généralement les gros rendements ne délivrent pas ce à quoi vous vous attendiez. C'est que on peut voir qu'il y a un yield bait, comme ils appellent ça. C'est l'équivalent du putaclic, c'est-à-dire que tu attires les investisseurs pour un gros rendement en façade, et la réalité, elle est tout autre. C'est-à-dire que pour ceux qui proposent plus de 10% de rentabilité ici, on peut voir que par exemple, la courbe rouge, c'est celle qui a été annoncée aux investisseurs. La courbe bleue, c'est celle qui a été réellement délivrée aux investisseurs. Donc, pour les actions qui proposaient plus de 10% de rentabilité, par exemple 16%, on voit qu'en réalité, il y a eu 3%. Pour celles qui proposaient entre 9 et 10% de rentabilité, on voit qu'il y a eu réellement 4%. Et en fait, on voit que plus la rentabilité affichée est faible, et plus logiquement c'est la réalité, plus c'est corrélé à la réalité économique. Donc c'est pour ça que la stratégie d'aller chercher les plus gros rendements n'est clairement pas une bonne stratégie sur le long terme. Si aujourd'hui tu vas sur des sites économiques et que tu tries les actions en fonction du taux de rentabilité, tu vas tomber sur des actions qui proposent de très gros taux de rentabilité. Il y en a tous les jours, des actions à 10, 15, 20, 30% de rentabilité et même plus. Par contre, c'est clairement pas une raison pour les acheter, puisque je pense que tu viens très clairement de comprendre qu'il y a de fortes chances que ce qu'on te propose ne va pas être délivré et que tu vas avoir beaucoup moins de rentabilité. Donc voilà, aujourd'hui, c'est toute la problématique de l'investissement en bourse, c'est que c'est très difficile, entre guillemets, de trouver des actions qui vont te proposer des gros rendements, donc de la rentabilité, tout en ayant un payout ratio correct, le ratio de versement du dividende que je t'ai montré ici, qui est correct, donc c'est-à-dire que ça maintient un certain niveau de sécurité, et avec des probabilités d'augmentation du dividende sur le long terme pour obtenir cette fois-ci la durabilité. Donc vraiment, obtenir la rentabilité, la sécurité et la durabilité, c'est quelque chose de très compliqué. Et c'est pour ça que je vais reprendre la caméra tout de suite pour te faire la conclusion. Allez, je te fais la conclusion en vidéo, comme ça tu vois encore un petit peu ma sale tête. Donc voilà, comme je te disais, c'est très compliqué finalement aujourd'hui de savoir quel est un taux de rentabilité acceptable. Qu'est-ce qui nous dit que 10% c'est trop, 9% c'est trop, 8% c'est trop, ou que c'est pas assez également? Voilà, on a beau avoir nos critères à nous, on va dire, de rentabilité, de se dire moi je veux minimum 7%, 8%, 9% de rentabilité, mais comment les marchés vont réussir à t'offrir réellement cette rentabilité? Parce que voilà, l'action, la société veut bien te promettre tout ce qu'elle veut. Si l'économie ne va pas dans le sens que la société a prévu, elle ne pourra pas t'offrir par magie cette rentabilité.
Donc c'est toute la question aujourd'hui et voilà, si tu as aujourd'hui envie d'investir dans les actions à dividendes telles que je viens de te le montrer, n'hésite pas à lire la barre de la description puisque c'est quelque chose que je fais depuis aujourd'hui 6 ans. Bon, je ne me prétends pas être un expert mais je me débrouille plutôt bien puisque j'ai généralement environ 7% net de rentabilité sur dividendes sans prendre en compte la croissance du portefeuille, ce qui fait que généralement je suis à plus de 10% annuel de rentabilité sur mon portefeuille tout en encaissant chaque mois des gracieux dividendes puisque mois après mois j'encaisse des dividendes puisque j'investis majoritairement aux États-Unis où les dividendes sont versés mensuellement ou alors trimestriellement, contrairement en France où c'est versé une fois par an ou une fois tous les semestres, ce qui fait qu'aux États-Unis on peut plus rapidement réinvestir ses dividendes et ses bénéfices pour enclencher encore plus rapidement l'effet boule de neige et les intérêts composés. Donc voilà, chaque mois en fait je partage à mes membres toutes les actions, tous mes investissements en bourse, tous mes renforcements, mes arbitrages que je fais via un groupe privé dans lequel je publie en temps réel mes positions en bourse et mes mouvements. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux retrouver ça dans la barre de description pour que tu puisses toi également recevoir chaque mois mes recommandations d'investissement que tu es libre ou non de suivre. Encore une fois, ce n'est clairement pas une incitation d'achat. Je n'ai pas de boule de cristal, personne n'en a sur les marchés financiers. Mais en tout cas, j'encaisse des dividendes chaque mois et c'est le plus important. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en direct d'Inde. On dirait pas comme ça vu le décor, mais c'est bien en Inde que je me trouve. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.